si le monogramme ou l'esquisse, umris, comme Kant le dira aussi à propos du schème d'un système dans l'architectonique, si le monogramme désigne une forme encore non formée et en train de se former, une imprécision selon laquelle des traits et du modelé peuvent se préciser, il s'agit bien, oui, d'une forme d'ouverture dont le tracé inchoatif donne l'image se précédant elle-même, l'image où la vision, l'apparition de quelque chose. Juan Manuel Garrido a montré qu'avant même l'introduction du schématisme dans le texte de Kant, à propos de la représentation du temps, c'est-à-dire de la forme a priori de tous les objets, je le redis, Kant a soulevé le problème de la représentation du temps. Garrido cite Kant, la synthèse du divers dans l'espace. Si nous faisons abstraction de celui-ci, c'est-à-dire de l'espace, et portons attention simplement à l'acte par lequel nous déterminons le sens interne conformément à sa forme, c'est ce qui produit d'abord même le concept de succession. Ce qui importe ici, vous le comprenez bien, c'est l'acte. Il s'agit de l'acte de tracer une ligne et non seulement du tracé statique de cette ligne. Tracé dont Kant s'était d'abord servi pour donner ce qu'il appelait lui-même seulement une analogie de l'espace. Mais ici, nous ne sommes pas dans une analogie. Nous sommes dans la véritable, je ne dirais pas image de l'espace, mais dans le véritable acte de mettre en image qu'est le temps lui-même. Garrido affirme alors: le temps n'est pas l'élément à l'intérieur duquel les objets se tiendraient ou se maintiendraient en tant qu'apparaissant. Le temps est l'apparaître même des apparaissants. Même si ce n'est pas son propos, celui de Garrido, je veux dire, puisque lui se dirige directement vers la question du beau, Garrido montre ainsi dans le texte même de Kant, dans ce passage avec l'acte, une sorte d'anticipation du schème lui-même, une sorte de monogramme du monogramme, en somme. Et à cela, on peut en effet ajouter une autre citation, une phrase qu'on peut prélever dans la note de la même page de la critique. Je cite: « Le mouvement comme description d'un espace est un acte pur de la synthèse successive du divers dans l'intuition externe en général par l'imagination productrice et n'appartient pas seulement à la géométrie, mais même à la philosophie transcendantale. » Cette insistance singulière, remarquable, et mêlée d'autant d'hésitation que de décision de Kant sur la détermination d'un acte pur, et d'un acte pur à valeur transcendantale,
bien sûr, puisqu'il est pur, il est transcendantal, oblige à penser que le monogramme est inséparable de son mouvement, que le monogramme n'est pas comme nous le pensons, surtout quand nous le pensons selon le sens sigillographique encore du mot, mais qu'il est inséparable du mouvement d'un certain tracé, d'une certaine façon d'esquisser, fût-ce dans l'esprit de l'artiste. Et le mouvement du monogramme est cet acte pur qui est en somme l'acte le plus pur, le plus propre, le premier en tout cas, de l'imagination. 3. L'imagination que je vais maintenant me permettre d'appeler existentielle, si je franchis l'espace de Kant à Heidegger, mais en fait, je voudrais souligner que dans tout cela, bien entendu, je me réfère à Heidegger dans sa lecture de Kant, mais je voudrais montrer que la lecture de Kant peut à son tour faire aller peut-être pas plus loin, ça n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être aller ailleurs que chez Heidegger lui-même. L'imagination existentielle est le mouvement, le geste ou l'acte par lequel quelque chose peut paraître. Non pas apparaître au sens de sembler, mais paraître au sens d'entrer en scène. Et c'est bien dans ce sens-là que Garrido apprend à paraître dans son texte. On est ici au cœur de ce que Granel a nommé l'équivoque ontologique de la pensée kantienne. On est aussi dans une sorte de chiasme des registres kantien et heideggerien, chacun éclairant ou sollicitant l'autre, ce qui veut dire que nous flottons, nous aussi, à égale distance du strict transcendantalisme et de la pensée du Sein. À moins qu'il ne faille dire nous ne sommes pas à égale distance, mais nous ne sommes ni dans l'autre, ni dans l'une, ni dans l'autre. En tout cas, nous sommes bel et bien à un éveil, à une naissance, à une ouverture. Comme dans une aube, les formes émergent et la vue se dessille. Il y a quelque chose de très remarquablement sensible, presque pictural. Pensez à Turner, par exemple, ou plus tard à certains impressionnistes. Quelque chose d'extraordinairement sensible dans ce que Kant s'efforce de moins d'expliquer justement que de décrire et de faire sentir. Donc des formes émergent, la vue se dessille, des lambeaux de rêve se mêlent encore aux brumes dans lesquelles se discernent, oui, comme au matin dans l'aube, des arbres, des branches, des présences. Le paraître ne consiste pas dans une relation de sujet à objet, comme l'apparence, l'aspect, la représentation, mais dans une venue en présence qui est toujours en même temps venue en présence mutuelle de ce qui est vu et de ce qui est voyant. La présence n'est pas donnée d'un seul coup. Elle sort de l'absence, bien sûr. Même lorsqu'elle paraît de façon soudaine,
Elle fait entrevoir derrière elle, fait deviner derrière elle toute l'absence d'où elle provient, tout le cachet. La provenance se perd à mesure que la venue s'annonce puis s'affirme. La présence vient en tant que le temps présent, mais comme nous savons, le temps présent lui-même s'efface. Et pour Kant, toutes les choses sont dans le temps en tant qu'elles apparaissent, Erscheinungen, qu'elles sont des phénomènes au sens très littéral du mot. Là, encore une fois, référence à Granel. Grâce à toute la phénoménologie, de Hegel jusqu'à Derrida, en passant justement par Granel, nous savons que le sens du mot phénomène est celui d'un paraître que ne précède aucun donné préalable et qui ne se substantialise dans aucun présent vivant. On serait alors tenté de dire que l'image kantienne, l'image monogrammatique au moins, tient lieu d'une telle subsistance qu'on croit ou qu'on a cru longtemps pouvoir se représenter comme la fameuse chose en soi de Kant. Et on retrouve aussitôt toute la pensée de l'image comme copie et comme copie inanimée. C'est très exactement de cela que se sépare le monogramme kantien. Il n'y a rien de plus étranger à Kant que la pensée du simulacre, de la représentation, de la secondarité, de la mimésis, etc. Il ne s'agit pas seulement d'un état préalable et esquissé des images. Il s'agit, encore une fois, de l'acte pur, du mouvement même de la Einbildung, c'est-à-dire de l'entrée en forme ou de la venue de la forme. Ça vient, ça naît, ça s'ébauche. Mais ce status nascendi ne quitte pas plus l'image que, selon Freud, la naissance ne nous quitte jamais jusqu'à notre mort. Ce status nascendi est inhérent à l'image et il lui est inhérent parce que son monogramme est le temps, c'est-à-dire son monogramme, encore une fois, son ombre, sa silhouette. Ce qui paraît selon cette première ou préalable, on ne sait comment dire, première ou préalable ombre, premier ou préalable linéament de toute parution, selon le venir et le passé du temps, qui rend aussi possible, bien sûr, l'ouverture des lieux selon lesquels le dessin s'espace, c'est-à-dire se dessine. On ne peut pas donner ici de meilleur exemple, me semble-t-il,
de ce dont il est question, et bien sûr, ce n'est qu'un exemple empirique, puisqu'il est impossible de donner un exemple transcendantal. Un meilleur exemple qu'un thérianthrope peint dans la grotte de Leang Bulu Sipong en Indonésie. Et comme vous le savez, est la grotte la plus ancienne qu'on connaisse aujourd'hui. Elle est datée par les spécialistes d'il y a environ 45 000 ans. Je vous montre cette image très maladroitement, bien sûr, puisque je n'ai même pas de reproduction en couleur. D'une part, cette image garde le mouvement du personnage. Elle nous fait prendre part à son geste, voire à son émotion. Et d'autre part, elle le fait à travers un écart temporel qui, comme on dit, défie l'imagination. Enfin, elle nous dit aussi quelque chose, elle nous dit beaucoup sur la naissance conjointe de l'homme et de l'image, ou plus précisément sur la naissance de l'image chez un homme qui se pense et qui se perçoit lui-même provenant d'une animalité qui fait toujours partie de son monde et de sa provenance, témoin sa tête animale que, comme nous le savons, les dieux garderont encore longtemps. Mutatis mutandis, on serait tenté de dire, voici un schème, un monogramme des images qui ont suivi dans l'histoire humaine. Mais on aurait quand même tort, puisque un monogramme n'a pas encore de forme. Il n'a ou il n'est qu'un tracé qui se perd dans le traçage ou dans le tracement même. Il est une ombre qui se dissipe dans la Lichtung, qu'elle ouvre elle-même. Le paraître disparaît dans sa parution, si on peut dire sa parution. Tel est le statut, disparaître dans la parution, tel est le statut, si je peux employer ce mot, que Derrida donne à la trace. Je le cite, la trace est la différence avec A qui ouvre l'apparaître et la signification, articulant le vivant et le non-vivant en général, origine de toute répétition, origine de l'idéalité. Elle n'est pas plus idéale que réelle, pas plus intelligente que sensible, pas plus une signification transparente qu'une énergie opaque, et aucun concept de la métaphysique ne peut la décrire. C'est dans la grammatologie. Au fond, c'est très curieux parce qu'on a l'impression que Derrida donne une version, un commentaire et une version du monogramme kantien. Et le monogramme de Kant répond point par point à tout ce que Derrida essaye de définir là. En plus, Kant ajoute par le monogramme, il ajoute à la différence le trait, le gramme. Et cela, évidemment, n'aurait pas déplu à Derrida. Ou bien, disons que le monogramme n'est pas seulement une trace
mais qu'il trace plutôt, puisqu'il est l'acte pur du tracement. Il trace ou il se trace comme la ligne unique et disparaissante de l'apparaître. Et la ligne ici, bien sûr, n'est pas une ligne droite. Ça n'est pas non plus telle ou telle courbe déterminée. Ça n'est peut-être rien de ce que nous appelons ligne. Ou peut-être c'est un brouillage de ligne. À tout cela, j'ajouterai simplement cette remarque linguistique que le mot Schemen, qu'emploie Kant, Kant emploie sous une forme savante, schéma, mais le mot Schemen existait à l'époque de Kant depuis très longtemps dans l'allemand, avec le sens constant de fantôme, d'ombre ou de larve, au sens où ce mot désignait une figure cachée et dissimulée, comme le rappelle le fameux Larvatus prodeo de Descartes. Donc le schème contient comme par lui-même, et je dirais pour Kant, dans son expérience linguistique, le schème contient quelque chose de dissimulé, de caché, de fuyant. 4. Alors tout cela étant dit, surgit une question. Si l'Einbildung donne l'esquisse ou la larve de toute forme possible, pourquoi semble-t-il qu'elle est restreinte au Bild, à l'image visuelle? Une autre formulation de la question serait: n'y a-t-il d'imagination transcendantale ou de monogramme que dans l'ordre visuel? Ou encore, pourquoi ce qui est caché ou masqué serait-il encore ou déjà visuel? Et l'être caché ne serait-il pas justement l'être de ce qui n'est pas visuel, ou pas encore, ou pas seulement? Il y va ici, vous voyez très bien, de ce qui a, depuis Heidegger, et si souvent été mis en question dans le privilège philosophique accordé à la vision. C'est donc une énorme étude qu'il faudrait entreprendre. Mais pour faire bref, aujourd'hui, j'essaierai de dire que Platon nous donne, contre toute apparence, déjà une indication. En effet, si d'une part les visions sensibles sont les ombres, justement, projetées dans la caverne, d'autre part, les vraies formes ne sont pas visibles à l'œil sensible et n'en sont pour autant pas moins des choses vues et idées. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous savez, on traduit, au moins en français, de plus en plus par forme. La vision des idées n'est pas une vision sensible, sauf lorsqu'il s'agit de la beauté, qui est l'unique manifestation sensible de ce qui existe en vérité. Par la beauté,
on peut s'élever aux idées. Il ne s'ensuit pas que la beauté sensible soit la beauté idéale. Elle n'en est qu'une présentation imparfaite et provisoire. Il reste qu'il se passe ici quelque chose qui n'est en tout cas pas tout à fait, peut-être pas du tout, de l'ordre de l'orthothèse du regard, tel que Heidegger la reproche à Platon. Toute autre chose peut être en jeu dans la beauté par laquelle nous pouvons parvenir à engendrer, la beauté physique par laquelle nous pouvons parvenir à engendrer dans la beauté idéale. Le visible platonicien annonce, il présente, il n'est pas simplement déchu et déconsidéré, en tout cas pas en tant que beau, c'est-à-dire en tant que manifestation de l'idée. De manière paradoxale, donc, je dirais qu'on peut trouver une certaine communauté ou un certain point de croisement, inversé, bien sûr, inversé, entre Platon et Kant, dans le motif justement de la présentation, de l'esquisse ou de la trace, par quoi s'annonce la rencontre du vrai, que le vrai soit idéal comme chez Platon ou qu'il soit sensible comme chez Kant. Il s'ensuit peut-être ceci, c'est qu'à la question de la primauté du visuel, il y a une autre réponse que celle qui critique cette primauté en disqualifiant l'objet qui a toujours déjà été réglé sur la juste visée du sujet. Autre chose que ce qui nourrit une critique de Kant qui circule, semble-t-il, aujourd'hui. Le visuel est aussi ce qui se présente, ce qui vient en présence à partir de son absence. Oh. Merde, quelle découverte, bravo! Bon, où est-ce que j'ai été coupé? Je sais pas. Bon. Non, ça marche. Je suis désolée, il y a eu quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon, alors je reprends. Hein. Le visuel, c'est aussi ce qui se présente, ce qui vient en présence à partir de son absence et, en quelque sorte, en entraînant son absence avec lui dans sa parution et dans la disparition de sa parution. Comme le disait encore Derrida, ce qui rend visible les choses visibles n'est pas visible. Autrement dit, la visibilité, la possibilité essentielle du visible n'est pas visible. Axiome absolument indéplaçable. Ce qui rend visible n'est pas visible. On retrouve, c'est toujours Derrida, on retrouve cette structure chez Aristote quand on dit que la transparence, le diaphane, qui rend les choses visibles, n'est pas visible. Dans l'étymologie du mot allemand Bild, il y a, très curieusement en fait, il y a
le motif d'une force merveilleuse, une force de surgissement inattendu. Dans les étymologies du grec eidos et du latin imago, il s'agit de comment c'est vu, comment ça se montre et que ça paraît, comment donc ça sort de l'inapparent. Une phénoménologie de l'inapparent, selon l'expression de Heidegger, ne consiste pas à faire voir l'inapparent, mais à déceler la dynamique de l'inapparent dans le paraître, à déceler le non visible dans le visible. Et c'est-à-dire à montrer dans le Bild, comme le dit Heidegger dans le Kantbourg, wie es aussieht, de quoi ça a l'air. Et littéralement en allemand, wie es aussieht, ça veut dire comment ça regarde au dehors. Aussehen en allemand, qui veut dire avoir l'air de, c'est paraître au dehors. Au sens de quoi ça a l'air. Et dans de quoi ça a l'air, R a justement la valeur de ce qui enveloppe, recouvre et donc donne à percevoir à travers son son, comme le diaphane. On se trouve de toutes les manières devant une espèce de chiasme. La vision est possible par une prévision qui, depuis l'inapparent et non depuis le regard, annonce et présente le visible. Et cette annonce et ce présent, cette présentation se font vraiment, en tout cas se font le plus fortement dans le cas de la vision et de l'image, comme la venue d'un dehors. La venue d'un dehors et la venue au dehors. Bien entendu, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais bien entendu, on peut retrouver un trait de cela dans tous les régimes sensibles, de même que d'ailleurs de chaque régime sensible, on peut trouver des traits dans tous les autres. Mais s'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas vraiment un privilège, mais qui est une singularité tout de même, c'est qu'avec la visible et la vision vient non seulement la chose vue et la chose voyante, mais vient le dehors de l'une à l'autre. De même, tout simplement que aucun autre régime sensible ne traverse aussi peu le corps, bien que, évidemment, les images traversent, rentrent, vont dans la rétine, etc., comme nous savons. Et ça n'est pas un phénomène tout à fait de même nature que celui des autres sensibilités. Je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Donc, cette venue du dehors, c'est-à-dire le surgissement du paraître lui-même, ouvre la vision en même temps à quelque chose de vu et à un dehors dont l'extériorité ne plonge dans rien d'autre que dans l'inapparent, justement. Et celui-ci n'est pas une autre chose, mais l'absence de toute chose. L'absence de toute
chose et de tout spectateur de toute chose. L'image est devant, pourrait-on dire. Non pas sur le mode de l'objection de l'objet, mais sur le mode d'une esquisse du monde. Ou peut-être mieux dit encore, d'une esquisse de l'être au monde. 5. Il y a donc bel et bien un art caché, et nécessairement caché, puisqu'il ne se tient pas en un lieu dérobé, mais il surgit comme l'art, comme le savoir-faire de l'être au monde. On pourrait dire, il surgit comme le savoir-être. Cette technique est la technique du savoir-être. Ce qui met l'image au jour, son premier monogramme, ou le monogramme de son monogramme, comme je le dis plutôt, n'est ni une autre image, ni une réalité inimaginée et inimaginable. Il s'agit d'un tout autre registre que Heidegger nomme Stille, le calme silencieux. Je cite là du volume 99. Toute image et toute formation d'image, alles Bild und Gebild. Donc, Gebild, c'est une composition, un ensemble d'images. Donc, toute image et toute composition, ou alors toute forme et toute composition de forme repose dans le calme silencieux, dépourvu d'image ou de forme. On peut comprendre que l'art caché est caché dans ce calme. Il consiste peut-être dans son ébranlement, dans son animation imprévisible et incalculable, dans cet événement merveilleux que contient, comme je le disais, l'étymologie de Bild. Mais ce surgissement est celui du temps, de l'espacement du temps, et l'hétérogénéité absolue qu'il implique entre la Stille et le tracé, quel qu'il soit, d'un monogramme, est rapporté par Derrida à l'hétérogénéité, je cite depuis le deuxième volume de Donner le temps qui vient de paraître, entre le donné réel existant et, je cite toujours, l'auto-affectivité du donné ultime qui n'est pas rapport à soi, mais qui accueille l'autre absolu dans son autos même. Je dirais, c'est d'un tel accueil de l'autre que parle au fond l'imagination transcendantale de Kant. Je dirais, l'aube ou la naissance dont j'ai parlé, c'est aussi la naissance, bien sûr, de soi-même, mais de soi-même comme un autre, comme disait Ricoeur. C'est de cela que parle l'imagination transcendantale de Kant. C'est-à-dire que l'image et plus largement le donné sensible sous toutes ses formes comporte toujours de l'autre en elle. Toute image retient et libère à la fois la puissance d'un rapport à son autre.
non pas à son autre au sens d'une non-image, mais à son autre qui est dans l'image et qui la porte et qui se maintient en elle. Tout tableau retient et libère sa propre esquisse. Toute forme retient et libère son propre monogramme. Cela n'épuise pourtant pas la question du cachet, car il se pourrait que le fantôme, la larve, soit des figures autres ou pires qu'inidentifiables, comme elles sont apparues jusqu'ici, ou qu'elles soient inidentifiables, mais en tant que difformes, repoussantes ou révulsantes, bref, des monstres. Ici, bien entendu, je ne suis plus aucun des auteurs que j'ai cités. Mais le monstre est la forme ou l'informe insoutenable de ce dont il porte le nom, c'est-à-dire de la monstration. Lui aussi, tout autant que la Stille de Heidegger, ou bien tapis en elle, appartient à l'hétérogénéité qui serait donc toujours menaçante et apaisante en même temps. Et dans l'image, il s'agit de garder et de libérer cette double force. C'est même, je dirais pour terminer, c'est même à cette capacité de rétention et de libération, de remise en jeu incessante, que se reconnaît une image et qu'elle se distingue de ce qu'il faudrait toujours en fait nommer une illustration. Lorsqu'on représente une voiture ou une personne selon des critères non seulement déjà donnés, mais attendus, qui n'ont pas du tout de monogramme, mais qui ont des modèles, on illustre seulement ces modèles, ces canons, comme on dit. Mais lorsqu'on peint 80 fois la Sainte Victoire, c'est une autre mêmeté qui se donne chaque fois dans l'image. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je ne vais... je ne vais pas prendre la parole longtemps, je la passerai tout de suite, d'autant que nous sommes terriblement sur le terrain d'Agnès Calu, qui a vraiment animé de nombreuses séances de séminaire et écrit beaucoup de choses. Je vais parler un peu plus fort, j'entends pas bien. Je disais, je vais d'autant moins parler longtemps qu'on est vraiment beaucoup avec cette question du monogramme sur le terrain d'Agnès Calu. Donc, je vais lui passer aussi la parole sans doute très vite. Moi, ce que je retiens, mais de manière très très schématique sur l'exposé, c'est un peu de faire une contre-lecture, c'est-à-dire d'abord de repartir de Kant, puis de montrer, de rappeler comment Heidegger, relisant la question du schématisme chez Kant, montrait comment on pouvait voir dans le schématisme vraiment l'ouverture à la passibilité de la rencontre, donc vraiment l'ouverture à la possibilité du phénomène, l'ouverture à la possibilité qu'il y ait quelque chose. Mais ensuite, de refaire une contre-lecture à partir de Kant vers Heidegger en montrant que cette question du schématisme comme ouverture à la passibilité n'implique pas forcément qu'on sèvre le schématisme de la référence
à la vue et à l'image, et que l'image pouvait alors devenir justement le symbole d'une autre passibilité, une autre forme de... Et moi, j'ai envie de dire, mais ça, j'ouvre à d'autres recherches qui sont plus vraiment sur le terrain de la phénoménologie, mais à tout ce que dans la tradition de Maldinet, etc., on peut appeler la transpassibilité, c'est-à-dire vraiment, c'est la pluralité des schématismes et la pluralité des modes de phénoménalisation possibles. Donc peut-être même une forme de pluralité des mondes à partir de la question de l'image. Ce que tu disais sur la manière dont l'image n'est pas seulement ce qui capture, mais toujours aussi ce qui ouvre, ça me rappelait beaucoup, ça me faisait beaucoup penser à toute la réflexion qu'a Marc Réchir sur le rôle de la vue, qui est toujours pour lui non pas seulement ce qui fixe, mais aussi ce qui divague, donc ce qui soustrait à toute capture, ce qui laisse toujours insister une forme d'indéfini, qui hante d'une certaine manière, qui est le proto-ontologique qui hante le monde sans être directement assignable en lui. Alors, voilà un peu les remarques très très générales et un peu vagues que moi, ce à quoi me renvoyait tout ce que tu as dit. Peut-être que je vais passer la parole à Agnès, si tu veux. Parce que tu n'as pas mis le son. Parce que je Est-ce que sais vous que m'entendez? tu travailles beaucoup là-dessus. Pardon, On t'entend. excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit ce soir. Je serai très, très, très brève. J'aurais peut-être aimé revenir avec vous une seconde sur la question de l'écriture par les images et l'écriture avec les images, et sur la question de l'iconographie qui cogne en fait directement la question de l'imagination. Je m'étais précisément imaginé peut-être revenir sur 3 points très brièvement, si vous voulez bien. Premièrement, peut-être revenir avec vous, même si ce n'a pas été directement la question que vous avez surtout fouillé ce soir, peut-être le quatuor que vous mobilisez quand vous relisez Kant, imagination, sublime, infini et limite. Ça m'aurait beaucoup intéressé, dans la mesure où, et je n'ai pas le temps de m'y attarder, je voudrais que tout le monde, bien sûr, puisse prendre la parole, l'infini est intuitionnable à la limite, les limites sont celles de l'imagination, et en fait, les grandeurs, elles entraînent l'imagination vers son maximum, aux limites des possibilités de la Bildung. Donc ça m'aurait intéressé qu'on revienne peut-être une seconde là-dessus. Deuxième point qui m'intéressait beaucoup, c'était la question des images chez Panofsky, et revenir une seconde avec vous, si vous le vouliez bien, sur sa méthode qui précisément fait lire le monogramme dessin, expression qu'il utilise lui assez souvent. Et en fait, dans la méthode iconographique panofskienne, l'art devient une histoire symptomale des tendances générales et essentielles de l'esprit humain, et l'iconographie telle qu'il la pratique, elle est capable entre guillemets, mettre en communication le fond des images et leur peau. Cette question du fond des images et de leur peau, et Panofsky dit parfois la peau monogrammique, ça m'aurait intéressé peut-être aussi que vous en disiez un mot. Et enfin, troisièmement, et je fais très vite, la question de l'évidence des images, puisque c'est l'affirmation que vous posez, l'image est une évidence. Ça veut dire quoi, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a image que lorsqu'on se trouve en face d'une évidence de quelque chose qui n'entre pas dans le champ sémantique des significations, c'est-à-dire du renvoi signifiant. Évidence, en fait, c'est évidence de quelque chose qui n'est jamais déjà donné, mais qui vient à la présence, de quelque chose qui existe dans l'acte de venir. C'est-à-dire que l'image n'est pas un langage figuratif, premièrement, c'est-à-dire que l'image, elle est étrangère à la sphère des significations, c'est-à-dire que l'image, en fait, elle est ce qui se tient dans le regard, qui, avec sa présence solide, permet à la vue de regarder. Donc le regard, en fait, il pense l'image et il pense dans l'image, en sorte que l'imago devient cogito. Alors voilà, j'aurais peut-être aimé vous entendre encore peut-être sur ces 3 points. Premièrement, imagination et sublime. Deuxièmement, le fond des images et leur peau monogrammique.
Et troisièmement, l'image évidence et l'imago cogito. Je vous remercie. Oui, mais pardon, le premier point, il y a un mot que je n'ai pas compris. Ah. Tu as dit l'imagination et quoi? Attendez, j'ai essayé de noter ça clairement. J'ai noté. Après, vous avez résumé, hein, vous avez dit premier point, imagination et… Ah, l'imagination est sublime. Je comprends toujours pas, pardon. L'imagination est sublime. Et le sublime. Ah, et sublime. Oui, pardonnez-moi. Oui, Pardon. Oui, d'accord. Oui, mais ça, vous avez raison, c'est tout un chapitre dans… À un moment donné, j'ai envisagé de parler aujourd'hui, puis je me suis dit, non, c'est trop, on ne va pas y arriver. Mais justement, je me suis dit que le sublime se situait comme, disons, à une extrémité symétrique du monogramme. Parce que le sublime, c'est aussi la forme de l'informe ou l'informe avec la forme. Donc, oui, le sublime, c'est comme si c'était ça dans quoi ce qui est apparu comme monogramme va se perdre et l'image resterait entre les deux. Oui. Oui, ça, tout à fait. Alors après, il faudrait reprendre la question du sublime. Mais je crois que de ça, il sort une leçon au fond très simple que nous connaissons bien, si j'ose dire. On ne connaît jamais assez bien, mais qui est la leçon qu'il faut toujours aujourd'hui à nouveau répéter, parce que tout le monde va redisant que les images, que c'est mauvais, etc. C'est pour ça que tout à fait à la fin, très vite, j'ai proposé de distinguer entre image et illustration. D'une certaine façon, nous savons tous très bien que dans une image, qu'elle soit picturale, photographique, filmique, bon, il se joue tout à fait autre chose que dans la représentation de la belle bagnole. Voilà. Donc, à ce moment-là, le monogramme à une extrémité et le sublime à l'autre montre simplement qu'une image, on ne peut jamais s'arrêter à l'image. Et qu'une image forte, c'est une image à laquelle, d'une certaine façon, on ne peut pas s'en tenir. Et souvent, je me dis que la Joconde, elle mérite la place exorbitante qu'elle a dans l'histoire de l'art mondial, parce que la Joconde est comme une invitation explicite à ne jamais en finir avec elle. C'est peut-être pour ça qu'elle a deux chemins qui partent de chaque côté d'elle. Donc, bon, voilà pour le sublime. Pour la seconde question qui concerne Panofsky, là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas Panofsky. C'est une lecture si ancienne que je n'ai pas de nom. Alors, quant à l'évidence, oui, l'évidence, l'évidence, justement, c'est peut-être ce qui s'impose et qui ne se voit pas au sens optique. Hein. Et pour ça, au fond, je trouve que l'exemple de Merleau-Ponty que j'ai pris uniquement parce qu'il se sert du mot monogramme dans ce sens ancien, ce qui est d'ailleurs
un peu bizarre, mais bon. Mais cet exemple est en même temps très intéressant et j'ai souvent eu envie de, je sais pas quoi, de travailler dessus, mais ça me paraît trop difficile. C'est-à-dire, que veut dire l'image, la pensée que nous avons d'un roman ou d'un film? Hein, si je dis guerre et paix, et bien voilà, tout le monde entre nous a quelque chose dans la tête. Mais quoi? On a l'exemple de guerre et paix peut être mauvais parce que ça se mélange avec des films. Alors, il vaudrait mieux. Ouais, si je dis Ivan le Terrible, il y a quelque chose d'où émergent certaines images. Alors, nous voyons tous le profil d'Ivan avec sa barbe, mais le film ne se limite pas à ça. C'est tout un rythme, c'est une succession et un entremêlement. Euh, et peut-être il vaut mieux d'ailleurs parler d'un roman, c'est ce que fait Merleau-Ponty, parce que la question là devient de toute façon plus difficile, parce que si je dis, si je dis La recherche du temps perdu, c'est quand même un roman très long comme roman. Si c'est un roman, bon, c'est très long. Il s'y passe une quantité de choses. Et, bon. Mais nous savons quelque chose de la recherche du temps perdu qui n'est pas forcément réductible à la Madeleine ni au pavé inégaux. C'est autre chose. C'est la phrase de Proust qui est là. Donc c'est un certain rythme, comme dit Merleau-Ponty, mais et au fond, c'est à ça que nous différencions les auteurs. Parce que si je dis, pour prendre une espèce de contre-exemple, si je dis Eugénie Grandet, alors là, je dirais, nous avons, d'abord, moi, je n'ai plus de souvenirs très, très précis de l'histoire qu'il y a dans Eugénie Grandet, mais en fait, j'ai autre chose qui survient. C'est alors c'est une sorte justement de monogramme de Balzac. Alors, c'est-à-dire, c'est une certaine manière de peindre, de décrire, voilà. Or, je dirais, ces réalités-là, ces réalités représentatives, elles ont beaucoup de consistance. Elles sont très fortes. Quand je dis oh, j'ai déjà lu ou je l'ai déjà vu, alors je ne vais pas recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis quand même toujours trop dedans. Et voilà, alors, l'évidence, je dirais, c'est l'évidence, oui, qui est celle d'un certain type de regard et de vision, et de la vision que donne ce regard. Et encore, évidemment, type, c'est insuffisant. Je crois qu'Alexander Schnell veut intervenir aussi. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, une question aux organisateurs. Normalement, Zoom, c'est assez stable. On peut tous allumer les caméras. Ce serait peut-être plus sympathique, non, que les écrans noirs.
Oui, moi je veux bien. Je suis désolée hein, pour les. J'essaye. Je suis désolée pour les incidents du début. Voilà, j'ai allumé ma caméra. Oui, c'est plus sympathique. Ça y est, tout le monde allume sa caméra. Voilà, c'est Woodstock en Zoom. Oui, je voudrais vous poser deux questions un peu générales. La première concerne le statut du transcendantal et la compréhension que vous en avez proposée. Vous êtes assez rapidement éloigné de la compréhension kantienne du transcendantal comme simple condition de possibilité, en faveur d'une acception du transcendantal qui l'approche de l'idée de faire apparaître dans une lecture phénoménologique beaucoup plus contemporaine. Donc, ma première question, vraiment générale, serait de savoir si pour vous, pour votre propre chemin, votre propre œuvre, cette acception du transcendantal que vous avez ici évidemment mobilisée parce que le sujet l'imposait et parce que la mise en rapport entre l'image et le transcendantal le permettait, mais est-ce que pour vous, cette acception du transcendantal est encore fructueuse et intéressante ou c'était plus dans simplement pour le thème de la journée que vous êtes installé dans cette acception-là? Ah oui, oui, c'était parce que l'imagination s'appelle transcendantale. Alors, bon, il était nécessaire de faire, mais très vite, je sais de manière très elliptique, une mise au point sur le transcendantal, mise au point que je ne suis même pas capable de faire comme ça, parce que je pense à un texte de Heidegger. Si je ne me trompe pas, c'est le texte sur Kant et la question de l'être, mais je n'ai pas relu depuis très longtemps. Il y a un texte où Heidegger, c'est tellement ancien que c'est ça le problème d'être âgé, c'est que les choses se perdent dans la nuit des temps. Je ne me rappelle pas vraiment de l'argument de Heidegger. Je sais qu'il y a un moment où Heidegger me montre que le transcendantal chez Kant, c'est pas seulement une manière de poser des conditions, c'est tout un geste disons, de passage au-delà de soi-même ou derrière soi-même. Et je dirais simplement que moi, ça me paraît toujours de plus en plus évident. Et alors, cette affaire du schème transcendantal est vraiment très éloquente de ce point de vue-là. Parce que justement, ce qui devrait être simplement des conditions devient autre chose que des conditions, en tout cas que des conditions de possibilité. Voilà, on peut dire comme ça, il s'agit de conditions de production, pour le dire comme ça, de conditions d'engendrement. D'ailleurs, c'est cet engendrement, ce Erzeugen, ich erzeuge die Zeit, j'engendre le temps. Bon. J'engendre le temps, c'est pas transcendantal. C'est, si vous voulez, hyper transcendantal. C'est que je suis le temps. Et que donc le temps n'est pas une condition qui appartiendrait à ma condition finie elle-même. Non, le temps est, voilà, comme j'ai dit, voilà, c'est l'être au monde. Donc, en effet, je pourrais dire, le mot transcendantal et l'affaire du transcendantal ne m'a jamais beaucoup intéressé, même pas du tout. Je peux même avouer que
pas il y a longtemps, Derrida et quelques autres maniaient le concept de quasi-transcendantal. Je ne sais même plus à propos de quoi, mais je ne voyais pas trop l'intérêt de... Moi, je dirais, nous avons un malaise avec le transcendantal pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est en effet ce que Kant en fait expressément, explicitement. Mais ce qui est très remarquable avec Kant, c'est que chez Kant, il y en a toujours plus que ce qu'il dit. Je ne dis pas qu'il est le seul à être comme ça, mais chez lui, c'est... Là, par exemple, là, sur le monogramme, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses que je ne pensais. Alors, l'usage de transcendantal, par contre, d'abord nous a un peu bloqués. Et en plus, on s'est bloqué dans la théorie de la connaissance, etc. Bon. Mais deuxièmement, si on se demande à nouveau pourquoi il a pris ce mot, il aurait peut-être pu prendre un autre mot, il aurait pu simplement parler de conditions de possibilité. Bon, s'il a pris ce mot, c'est parce que dans ce mot, il est question de la transcendance. Et la transcendance étant par ailleurs un mot complètement insupportable, aujourd'hui, nous sommes bien embêtés. Et pourtant, ce dont Kant parle avec le transcendantal, je dirais, c'est d'une transcendance ou de la transcendance dans l'immanent. Est-ce que je peux poser une question très rapide là-dessus? Quand vous avez parlé de... À un moment, vous avez été presque sur le point, vous avez parlé d'accueil à propos de transcendantal. Vous m'entendez? Ah oui, oui, je voyais. Vous avez parlé d'accueil, vous avez presque parlé de l'autre. Est-ce que dans votre acception transcendantale à voir, ce qui est curieux, avec intersubjectif? Ou pas du tout? Avec une Intersubjectivité. On a presque eu l'impression à un moment que ça avait à voir avec ça aussi. Parce qu'il y a, bon, et bien sûr, on n'accueille pas l'autre, mais on accueille quand même une altérité. Oui, bien sûr. Non, mais je suis très content si vous avez cru entendre ça. Moi, je n'ai même pas pensé. Mais, comment dire, le sujet dont il s'agit là n'est pas un sujet individuel. C'est en ce sens-là aussi que je dis, c'est pas le sujet d'un objet. C'est parce que les images elles-mêmes, les images, elles viennent avec toute une culture. Et je vous ai montré cette image-là de la grotte indonésienne parce que je la trouve vraiment très, très frappante et très émouvante même. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que les gens qui ont tracé cette image, bon, ça fait longtemps que nous savons que ce ne sont pas des primitifs, mais maintenant, je dirais, nous savons autre chose, même si nous ne maîtrisons pas. Donc, ce sont des gens dont la culture, mais la culture au sens le plus large, le plus fort du mot, fait que un homme peut apparaître avec une tête d'animal. Et comme ça, comme vous savez, que ça s'est maintenu jusque chez les Égyptiens, et que c'est même un moment de bascule très important, le moment où les dieux n'ont plus de tête d'animaux, mais ont des têtes d'hommes. Et bien oui, tout ça, moi je dirais même pas intersubjectif. J'ai jamais aimé le mot intersubjectif.
Je ne sais pas très bien quoi dire. Collectif, si vous voulez, mais Oui, en tout cas, effectivement. et alors collectif, on a l'air tout de suite ou communiste ou jungien. Mais enfin, Non. en tout cas, loin du sens de Kant, quand même. Loin du sens initial du mot chez Kant. Assez loin. Attendez, parce que Peut-être. de qui il parle Kant? Kant, il parle ni de vous, ni de moi, ni d'un homme du paléolithique. Quand il parle de tout le monde, ce qui veut dire aussi de tous à la fois. Il parle de l'humain comme humain. C'est ça aussi qui fait, je crois, la grande force de Kant, c'est que c'est le premier, sans doute, à penser décidément dans le monde humain, par le monde humain et pour le monde humain. Enfin, c'est le premier. C'est pas que ce soit un mérite pour lui, c'est que il arrive à un moment où, voilà, bon, la rupture avec un autre monde est faite. Donc, évidemment que, regardez, de là, du monogramme, vous pouvez peut-être suivre le chemin de Garrido. Garrido ne parle pas du monogramme, mais de la formation des formes a priori de la sensibilité. Et de là, il passe au beau. Il passe tout de suite à l'analytique du beau. Bon, or, comme vous savez, qu'est-ce qui se passe avec le beau? Le beau, le jugement de beauté, c'est le jugement qui prétend à l'universalité. Et c'est en même temps le jugement par excellence. C'est le modèle des jugements, c'est celui qui va permettre de penser le jugement de finalité, etc. Or, qu'est-ce que c'est que juger que tous doivent pouvoir partager mon jugement, sinon que c'est présupposer une communauté humaine qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être ne fonctionne jamais bien, mais qui est quand même là pour fonctionner. Oui. Bon, mais je laisse la parole à... peut-être Alexandre veut dire quelque chose. Oui, je voudrais d'abord juste réagir à ce que vous avez dit, Monsieur Nancy. Deux petites choses. La première, je crois que c'est dans les Beiträge zur Philosophie qu'on peut trouver des passages très intéressants où Heidegger revient sur la notion de l'imagination transcendantale kantienne pour montrer que ça va bien au-delà de cette compréhension du transcendantal comme simple condition de possibilité. Oui, j'avais raison. J'avais un passage des Beiträge, mais j'ai laissé de côté pour ne pas être trop long. Et la deuxième chose, c'est que vous avez dit vous vous êtes jamais tellement intéressé au transcendantal. Simplement, à titre d'information, je suis en train de retranscrire et d'éditer un cours de Derrida de 1962-63 qui s'appelle « Le sens du transcendantal », qui est un assez grand cours qu'il a tenu à l'ENS et où il met en perspective d'une façon vraiment très intéressante sa compréhension de l'hyper-transcendantal qu'il décèle chez Husserl avec une lecture de Heidegger d'un côté et un retour à Kant de l'autre. Donc, je doute pas que ce soit très très bien. Je suis très impatient de lire. Ça va prendre encore un peu de temps. Oui, ma deuxième question, en fait, c'était sur ce lien également que vous avez fait entre l'image et le schème, ou la schématisation qui a quelque chose de pas spéculaire ou de pas vraiment iconique. Et en allemand, ça se passe mieux et plus facilement parce que la notion de Bild
à ce pouvoir dont vous avez parlé, ce pouvoir génératif, pour ainsi dire. Et en fait, c'est une problématique que Fichte avait traitée dans ses dernières versions de la doctrine de la science. Il a élaboré une théorie de l'image, une doctrine de l'image, où on peut aussi, par moments, se demander les différents niveaux d'image qu'il propose, en quoi ça relève encore d'une image, pourquoi il appelle ça image. Et je voulais savoir si vous connaissiez ça, si vous connaissez la théorie de l'image de Fichte et si ça a un certain impact. C'est une autre ignorance que je dois avouer, c'est Fichte. Fichte m'a toujours trop ennuyé, mais c'est un très mauvais jugement. Hein. Mais bon. Non, mais je ne doute pas là, que là aussi, il y a sûrement quelque chose de très intéressant. Mais ce qui est important, c'est en effet ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agit pas de l'iconique. D'ailleurs, vous voyez, je me suis servi un peu de Platon, et j'ai parlé de l'idée de l'eidos, je n'ai pas parlé de l'icône. Bon, ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. D'une certaine façon, je voulais, tous les débats qui ont lieu aujourd'hui autour de l'image, tous ces débats sont frappés d'une maladie congénitale, c'est que on entend d'abord iconique. Alors, comme en plus maintenant on a on s'appelle les émoticônes, alors tout est, c'est l'état le pire de l'image, l'émoticône. Justement, c'est plus de l'image. C'est pour ça que j'ai proposé de dire illustration. C'est pas suffisant. Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais évidemment, c'est comme si on était vraiment obligé de parler d'autre chose que d'image. Parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'image, on est renvoyé dans l'iconique. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais, mais là c'était encore un autre développement que je devais laisser de côté, c'est que j'aimerais parler de ce qu'il y a d'image dans toute perception sensible. Une image musicale, une image tactile, notamment. Bon, merci. Moi, je vais reprendre la parole pour une trivialité. D'abord, je tiens vraiment à m'excuser pour le problème du début de la séance. Enfin, gros problème puisqu'on a dû changer. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. On va vous raconter ça. Je ferai un petit message. Et la prochaine fois, je ne sais pas où on sera, si c'est BBB ou comme ça. Florian, je te laisse la parole pour conclure. Et puis voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre exposé, surtout, et de nous avoir supportés. Et merci aussi d'être là, sachant que vous avez quand même été, enfin, c'est pas un secret, vous avez été opéré il y a peu de temps et que c'est quand même pas si facile. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Ah, je ne t'entends pas, Florian. Non, mais je demandais à Pierre quelle était la date de la prochaine séance et qui parlait pour eux. Simplement dans 15 jours, il y a un programme, et je le dirai. Du coup, je suis un peu ébranlé techniquement. Mais bon, on va y arriver. Non, moi, conclusion, c'est l'image comme le transcendantal continue à hanter continue à nous hanter à chaque fois qu'on veut le dépasser. Hein. Enfin, ce sont des spectres opiniâtres et obstinés, et en plus rusés. C'est une conclusion à donner. Oui, mais des spectres, justement. Et c'était ma conclusion, hein, ma proposition de conclusion. Donc, en tout cas, nous vous remercions de nous suivre malgré toutes les aventures techniques que nous traversons et espérons que vous pourrez être nombreux à revenir la prochaine fois.